Alors, nous avons un dernier grand moment. Son intervention a marqué le 7 mars 2018. Il est visionnaire. Il est surnommé l'homme aux 1000 brevets. Il revendique 4 vies. Chercheur, inventeur, professeur, directeur scientifique et créateur d'entreprise. Est-ce que vous avez deviné de qui il s'agit? Il est là pour vous. C'est donc notre grand témoin, Jacques Lévinaire, que j'invite à monter à la tribune. Alors, merci sur vos applaudissements. Jacques Lévinaire est président du fonds ESPCI Paris. Il est professeur et directeur scientifique à l'ESPCI Paris. Il est président du Ternion France. Il est physicien et inventeur. Il est à la fois fundraiser et grand mécène. Il est engagé dans des institutions de l'enseignement supérieur en France et à l'international. Il va partager avec nous ce matin sa vision du métier, de ses enjeux et son expérience. Merci à vous d'être là. Merci pour votre accueil. Je vais parler sans micro, si ça vous va. Vous m'entendez bien au fond? Oui, c'est bon. Ou éventuellement, je m'approcherai de là si je vois qu'il y a des difficultés. Alors, effectivement, c'est assez inhabituel d'avoir un chercheur, un enseignant, un chercheur qui est devenu mécène. Ça a été résumé dans la présentation. Heureusement, vous vous êtes limité dans la présentation en disant « j'ai 4 vies parallèles ». Évidemment, vous n'avez parlé que de mes vies professionnelles, heureusement. Ces 4 vies, vous les avez décrites enseignant-chercheur, directeur scientifique de l'ESPCI à Paris, inventeur et créateur d'entreprise. Alors, j'ai donc cette expérience particulière d'avoir, en tant que directeur scientifique de l'école, cherché à recevoir des fonds et un peu plus tard, être celui qui allait pouvoir aider l'institution. Alors, comment s'est fait ce virage et quels enseignements j'en ai tirés? Bon, donc j'ai été d'abord chercheur, puis professeur à l'ESPCI à Paris. J'étais patron d'un labo, je cherchais des crédits, mais à l'époque, le mécénat était totalement absent de nos recettes possibles. Et dans la petite présentation qui a été faite ce matin, vous avez vu que des évolutions à la fois culturelles et législatives ont permis de mettre en place des structures qui aident. Et puis, Pierre-Gilles Degène, qui était le directeur de l'école, m'a demandé de devenir le directeur scientifique de l'école. Je me suis trouvé dans une position très difficile, personnellement, parce que mon patron était Pierre-Gilles Degène, qui a eu le prix Nobel en 91. Et dans mon laboratoire, j'avais Georges Charpak, qui a eu le prix Nobel en 92. Moi, j'étais l'idiot entre les deux, il fallait trouver quelque chose. Et donc, à côté de cette activité, je suis devenu j'étais déjà inventeur, je commençais à déposer des brevets. Et j'avais conscience que donner quand on reçoit, au fond, c'est aussi recevoir. Et je reviendrai sur cette notion, parce que quand on a la possibilité de donner, en réalité, on reçoit beaucoup. On reçoit beaucoup parce que ce n'est pas un geste neutre. Personne n'est obligé de donner. Les impôts, on n'a pas le choix. Le don, c'est un choix. Et donc, il y a quelque chose en face. Quel est ce quelque chose? J'y reviendrai dans les mécanismes de construction de l'acte de donner dans notre rôle de responsable d'organisation qui cherche à lever des fonds. Comment amène-t-on l'interlocuteur à ça? Lorsque, dans ma vie de créateur d'entreprise, j'ai eu la chance, la vie c'est le travail et beaucoup de chance, les deux sont indispensables. Lorsque j'ai eu la chance de pouvoir céder une entreprise pour la première fois à une valorisation relativement élevée, je me suis posé la question. Au fond, je vais recevoir beaucoup d'argent par rapport à une vie de chercheur. Qu'est-ce que je vais en faire? Alors,
évidemment, on voit toujours ces yachts sur la Riviera avec plein de jolies jeunes femmes à bord. Je me suis dit, voilà quelque chose de très séduisant. Mais ça ne correspondait pas à ce que j'avais envie. Ce que j'avais envie, c'était au fond d'aider ce métier qui m'avait passionné et qui continue de me passionner, l'enseignement et la recherche. Et donc, je me suis dit, je vais consacrer une part significative de ce que je vais recevoir dans ce but. Au fond, c'est ce qui m'a plu, l'enseignement supérieur et la recherche. Pourquoi changer d'idée? Parce que j'ai eu la chance de vendre une entreprise. Alors, j'en ai quand même parlé à ma femme, à mes enfants, pour voir leur réaction. Je ne voulais pas qu'ils aient le sentiment que je les déshéritais et que je détournais au fond ce à quoi ils pouvaient légitimement. Et j'ai rencontré une adhésion totale. Une adhésion totale qui m'a conforté dans l'idée que c'était une bonne décision. Et donc, c'est ainsi que j'ai commencé à créer un institut, à soutenir plusieurs universités. Et naturellement, l'école de physique et chimie, où j'avais au fond travaillé, qui avait été la base de ces opportunités que j'avais eues, professionnelles et financières, grâce à ce que j'y avais fait, j'ai trouvé qu'il fallait l'aider différemment de ce qui avait été fait précédemment. Les fonds de dotation venaient d'être créés peu de temps avant, avec Jean-Louis Missica, qui était président de notre conseil d'administration, qui était maire adjoint à la ville de Paris. On a décidé de créer donc le fonds SPCI Paris, qui avait une idée très originale pour l'époque de fundraising. L'idée, on sait tous, et vous savez toutes et tous dans cette salle, que quand vous contactez un potentiel mécène, il est assailli de toutes parts, il vous dit encore, c'est difficile. Et donc, j'avais choisi un créneau inhabituel pour l'époque, qui était de dire à nos interlocuteurs, on va vous demander de l'argent sous forme de mécénat. Comme c'est du mécénat, vous n'aurez aucune contrepartie. Vous n'aurez pas de droit de propriété intellectuelle, vous n'aurez pas d'accès à des choses confidentielles, mais vous aurez de l'information un peu avant les autres. Pourquoi? Parce qu'on va constituer un espèce de club, et ce club va vous permettre de rencontrer des chercheurs, des enseignants. Vous allez leur expliquer vos problèmes. Eux vont vous présenter leurs découvertes. Peut-être que ça a des retombées, peut-être pas. Et ainsi, on va créer une communauté d'intérêt dans laquelle il n'y a pas d'intérêt direct, mais de l'intérêt indirect. Ça a très bien décollé. Beaucoup d'industriels ont adhéré à ça. Donc, c'était essentiellement des dons d'industriels. Et puis, l'évolution des choses a fait qu'on a décidé, on avait créé l'université Paris Sciences et Lettres à côté. Donc, cette activité, entre guillemets, interaction entre le monde industriel et le monde académique, on l'a déplacée de l'ESPCI, de l'école APSL, et du coup, ça a changé un peu de cadre. Donc vous voyez, on se trouve à des moments où il y a difficulté parce que les industriels qui travaillent par exemple avec les grandes écoles d'ingénieurs ont tendance à dire, ou en santé c'est pareil, je préfère un contrat de recherche parce que le contrat de recherche, je suis propriétaire de la propriété intellectuelle. Grâce au crédit impôt recherche, je vais avoir une déduction de 60%, et vous me proposez du mécénat qui donne 60% de réduction, mais je n'ai aucun droit. Donc vous voyez qu'on est à un moment assez délicat dans la discussion avec les industriels. Ça veut dire que très probablement, il va y avoir soit un renforcement de l'approche que je décrivais au départ
qui est celle du club d'échange où on voit les problèmes de l'industriel et où on apporte des solutions potentielles, mais sans donner aucun droit, pour respecter l'esprit du mécénat. Mais on voit quand même que tout ça va entraîner probablement vers du mécénat individuel, de particuliers. Alors, le mécénat n'était pas du tout traditionnel en France. Il y a quelques grandes opérations comme le Téléthon ou autres qui ont eu un très fort soutien médiatique et donc qui ont marqué avec des chiffres significatifs, même si cette année, pour des raisons différentes, il y a eu une petite baisse à ce niveau. Et donc, l'action auprès des particuliers est importante. L'action susciter un mécène est une opération de longue haleine. Et j'ai tendance à dire, il n'y a pas de petit don. Quel que soit le don, c'est un don. Ça veut dire que la personne qui fait ce don est quelqu'un qui a envie de partager à des échelles extrêmement variables ce qu'il possède. Le petit don, c'est un moyen de faire grossir cette interaction. Je vais vous raconter 2 anecdotes pour illustrer ça. La première anecdote, c'était à l'intérieur du fonds ESPCI. J'avais un collaborateur qui n'avait rien compris à ce qu'est le don. J'avais été mis en relation avec une femme d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain. Enfin, elle était quand même certain. Et elle avait envie de faire quelque chose. Mais elle était âgée, elle avait beaucoup de mal à se décider. Et donc, je la recevais, j'allais la voir, et on bâtissait une relation de confiance. Et puis, ça prenait beaucoup de temps, donc je lui ai demandé, est-ce que tu peux voir si tu l'invites de temps en temps, tu embellis sa vie, elle a envie de faire quelque chose, aide-la, au fond. Et donc, je l'ai présenté, on a pris un thé ensemble, tous les 3, et en sortant de là, il m'a dit, je n'avais pas réalisé qu'en venant travailler avec toi, tu allais me donner la mission de détrousser des vieilles dames. Il n'avait rien compris. Il n'avait rien compris. Et je lui ai dit, on n'est pas en train de détrousser une vieille dame. On est en train de l'aider à réaliser ce dont elle rêve, mais elle ne sait pas comment le faire. Elle a de l'argent, elle a des biens, elle a envie de faire quelque chose d'intérêt collectif, elle est désarmée, on peut l'aider. Et vous voyez l'erreur d'approche de dire on va lui tirer tout ce qu'on peut. Non, on va l'accompagner pour réaliser un désir qu'elle a en elle et qu'elle ne sait pas comment faire. Et en parallèle là-dessus, j'ai continué avec un autre responsable du fonds à accompagner une autre dame et on l'a aidée. Elle a fait un leg et ça, elle était heureuse ces dernières années de vie. On lui a rendu ces dernières années de vie heureuses. On a créé des bourses à son nom, on va créer un local à son nom. Vous voyez, voilà comment la mauvaise interprétation, c'est de dire on va lui extirper quelque chose. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. La bonne interprétation, on va l'aider. Et je vais vous raconter une deuxième anecdote qui est l'opposé de la réaction de cet ancien collaborateur qui, évidemment, on n'a pas gardé dans le fond. C'était lors d'une grande remise de
reconnaissance dans une université, le Technion en l'occurrence, et il y avait un grand donateur américain qui était là, et donc il a fait un petit discours, et puis il y a eu quelques questions qui lui ont été posées. Et à un moment, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, voyez-moi, j'aime donner. J'aime donner. On est chacun naît avec ses caractéristiques physiques, économiques, familiales, d'environnement, et on n'a rien fait pour. C'est le hasard. C'est le hasard. On est né comme ça. Hommes, femmes, famille cultivée, pas cultivée, aisée, pas aisée. Et donc, ça, c'est le hasard de la vie. Et donc, lui a raconté, et je partage totalement cette vision, c'est pour ça que je la reproduis, il a dit au fond, j'aime donner. Donc, si je veux satisfaire ce plaisir que j'ai, il faut que je donne beaucoup. Et pour donner beaucoup, je suis obligé de gagner beaucoup d'argent. Et donc, c'était un homme d'affaires redoutable, et il donnait énormément. Alors moi, j'ai adopté une stratégie un peu différente. Quand je vends une entreprise, une fois de temps en temps, ou un brevet, ben je donne une grande partie. Et donc, je dois redémarrer à zéro. Et donc, ça étonne beaucoup quand je recrée une entreprise. Je dois relever des fonds, je dois retrouver des partenaires, alors que les gens pensent, pourquoi est-ce qu'ils cherchent à lever des fonds? Bien sûr, j'ai mis de côté pour les enfants, pour la famille, qu'il n'y ait pas de problème pour eux. Mais j'ai la philosophie, au fond, un peu comme cet Américain, on a la chance de pouvoir donner, c'est une chance. Comme je vous le disais, donner, c'est recevoir. Donc moi, j'avais choisi l'enseignement supérieur et la recherche. L'enseignement supérieur et la recherche, donc je me limitais à ce créneau. Et puis, on est rentré dans un... On nous a sollicité, donc à un moment, j'ai ajouté une petite palette qui était l'enseignement des sciences pour les filles de milieux défavorisés qui n'ont aucun accès à l'éducation scientifique parce que culturellement. Donc vous voyez, ce que vous faites, c'est un boulot formidable. Le boulot de lever des fonds, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça vous permet de démultiplier ce que la puissance publique ne peut pas faire. Et donc, vous contribuez largement à l'évolution du monde. Merci.